Donc on va corriger le DS3. Évidemment, on va commencer par l'exercice 1, donc un exercice comme d'habitude avec des questions sans lien les unes avec les autres, juste pour vérifier si vous connaissez les différentes choses dans le détail en fait. Donc la première question, en fait, ABC, il s'agit de calculer la limite de 3 suites. Donc vous avez UN qui est égal à n cube moins 2n carré plus 4 divisé par n moins n carré plus 1 sur n. Alors quand on voit ça, on a envie d'utiliser la méthode des quotients de polynômes, mais ici ça ne fonctionne pas parce qu'au dénominateur, eh bien, la fonction oui, qui a n associé n moins n carré plus 1 sur n, n'est pas une fonction polynomiale à cause du 1 sur n. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit on utilise une autre règle qui dit par exemple que souvent ça marche bien en mettant en facteur l'élément dominant de l'histoire, donc on pourrait très bien mettre n cube en facteur au numérateur, n carré en facteur au dénominateur. Simplifié, ça fonctionnerait très très bien. Mais ici, je pense qu'il y a un petit peu plus malin, parce que certes, le dénominateur n'est pas polynomial, mais il n'est pas très loin de l'être. Donc, je peux me donner un entier n appartenant à n étoile, de toute façon, à cause du 1 sur n, je suis sur n étoile. Et je vais utiliser une règle des fractions qui me dit que je ne change pas globalement la valeur d'une fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par la même chose. Et ce que je vais choisir, c'est ce qu'il faut pour ne plus avoir 1 sur n. Donc je vais tout multiplier par n. Donc je multiplie le numérateur par n. Donc je vais avoir n4 moins 2n cube plus 4n. Et au dénominateur, je vais avoir n carré moins n cube plus 1 sur n multiplié par n qui nous fait 1. Et donc je viens de démontrer que un, je pouvais l'écrire comme un quotient de fonction polynomiale. Et de ce fait, je peux en déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un, ça sera la même que la limite quand n tend vers plus l'infini de n puissance 4 divisé par, je fais attention donc à mon dénominateur, ça sera moins n cube, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de moins n après simplification, c'est-à-dire moins l'infini. Donc un tend vers moins l'infini. En mettant en facteur n cube au numérateur et n carré au dénominateur, on obtient évidemment, si on ne se trompe pas dans les calculs, le même résultat. Deuxième suite. Donc Vn est égal à 1,12340 à la puissance n plus racine de n. Or, ici, racine de n tend vers plus l'infini. 1,01 à la puissance n tend vers plus l'infini, puisque 1,00001 est plus grand que 1. Et donc par somme, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn est égale à plus l'infini, ça nous fait plus l'infini. Question C, ln de n moins exponentielle de n. Donc la suite s'appelle Wn. ln de n moins exponentielle de n. Alors là, je suis très embêté parce qu'évidemment, j'ai une forme indéterminée et forcément, ça coince. Évidemment, si je mets le terme que j'estime être dominant en facteur, c'est-à-dire l'exponentielle, je vais encore avoir de la forme indéterminée, mais c'est une forme indéterminée qu'on doit savoir gérer. Donc je mets exponentielle de n en facteur, je vais donc avoir ln de n multiplié par exponentielle de moins n, moins 1. Et là, j'ai toujours une forme indéterminée, mais on a vu dans le cours que quand on avait ce genre de forme indéterminée, on savait gérer, puisque ln de n multiplié par exponentielle de moins n va avoir la même limite que exponentielle de moins n. Ça s'appelle les croissances comparées. Et ça vaut 0. Et donc finalement, ce que l'on vient de dire, c'est que ce paquet-là converge vers 0, ce paquet-là qui est constant converge vers 1, donc globalement, tout ce petit monde-là va converger vers moins 1. L'exponentielle de n tend vers plus l'infini, et donc par produit, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égale à quelque chose qui tend vers plus l'infini multiplié par quelque chose qui tend vers moins 1.
moins l'infini. Voilà pour cette première question de l'exercice 1. Passons à la deuxième question, donc là aussi plusieurs sous-questions. On a un, la suite qui est définie par un égale 3, et pour tout n appartenant à une étoile, un plus 1 est égal à 2un plus 1 sur n. Bon, montrez que pour tout n, un est supérieur ou égal à 0. Clairement, là-dedans, c'est un raisonnement par récurrence. Donc on va se donner un entier n, et on va noter Pn la proposition, qui est que un, alors un appartenant à une étoile, un est supérieur ou égal à 0. On initialise. L'initialisation, là, elle est vraiment toute simple, puisque un, l'énoncé nous dit que c'est 3, qui est supérieur à 0, donc on en déduit immédiatement que P1 est vrai. Ça, c'est réglé. L'hérédité. Soit n appartenant à n, alors comme d'habitude on peut faire n ou n étoile, mais pas n'importe quel n, un n tel que Pn est vrai. On a donc un qui est supérieur ou égal à 0. Montrons que Pn plus 1 est alors vrai. C'est-à-dire un plus 1 supérieur ou égal à 0. Alors, juste une petite précision, là, cette chose-là, on n'est pas obligé de le dire, hein. Et de même, là, cette chose-là, on n'est pas non plus obligé de le dire. Ça, c'est vraiment pour vous aider, vous, dans votre rédaction de l'hérédité et dans ce que vous allez dire après. Donc, je vais de toute façon maintenant faire mon calcul. Qu'est-ce que c'est que un plus 1? C'est 2un plus 1 sur n. Or, l'hypothèse de récurrence me dit que un est positif et 1 sur n est strictement positif. Lorsque vous ajoutez deux nombres positifs, vous obtenez un nombre positif, d'où un plus 1 supérieur ou égal à 0. On vient de montrer que Pn plus 1 est vrai. On n'a pas terminé notre récurrence, il nous manque, comme toujours, la conclusion. Par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n étoile, un est supérieur ou égal à 0. Voilà qui termine cette première question. Deuxième question, étudier la monotonie de la suite un. Donc je me donne un entier n dans n étoile, et je vais étudier le signe de un plus 1, moins un. C'est-à-dire 2un plus 1 sur n, moins un, c'est-à-dire un plus 1 sur n. Et ça, on vient juste de le voir au-dessus. Un est positif, plus 1 sur n, c'est positif, car un est positif et 1 sur n est strictement positif. Donc finalement, on en déduit que la suite un, et vous remarquez que comme je parle de la suite dans son intégralité, je mets des parenthèses autour du un, est une suite qui est croissante. Question C. On suppose que la suite un converge, et on nous demande de trouver les limites possibles. Donc soit L, la limite supposée, alors soit L appartenant à R, puisqu'on nous dit que la suite converge, la limite supposée de la suite un. Par passage à la limite, eh bien, qu'est-ce que l'on a? Alors, j'ai oublié une partie. Bon, je reviens ici. Hein. Je reviendrai juste après. Sur la deuxième question, j'en oublie un morceau. Donc, par passage à la limite, vous allez avoir que L est égal à 2L, plus la limite de 1 sur n qui vaut 0, c'est-à-dire que L est égal à 2L, c'est-à-dire que L est égal à 0. Je reviens ici, on me demande d'en déduire que pour tout n, un est supérieur à 3, un est croissante, et donc elle est toujours, tous les termes sont supérieurs au premier terme. On a donc, pour tout n appartenant à n étoile,
UN qui est supérieur à U1, d'où, pour tout n appartenant à n étoile, UN qui est supérieur à U1 qui vaut 3. Puisque la suite est croissante, eh bien, les termes sont toujours de plus en plus grands, c'est-à-dire que le deuxième terme est plus grand que le premier, le troisième est plus grand que le premier, que le deuxième qui est lui-même plus grand que le premier, et donc tous les termes sont plus grands que le premier. Donc finalement, qu'est-ce que l'on vient de dire ici ? Si la suite converge, elle ne peut converger vers 0. UN ne peut converger que vers 0. On n'a pas dit qu'elle convergeait, hein, mais si jamais elle converge, il n'y a pas d'autre limite possible que 0. Question D. Ici, on voit que UN ne peut converger que vers 0. Or, d'après ce qui précède, d'après la question B, pour tout n appartenant à n étoile, UN supérieur ou égal à 3. Donc, par passage à la limite, toujours, dans cette inégalité, on en déduit que L est supérieur ou égal à 3. Or, la seule limite possible, c'est 0. Et 0, bien sûr, c'est largement plus petit que 3. Donc, UN ne peut pas converger. Donc, UN diverge. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux sortes de divergence. Soit UN n'a pas de limite, soit UN tend vers l'infini. Ici, comme elle est croissante, ça sera plus l'infini. Donc, on peut même dire que UN va certainement tendre vers plus l'infini. Supposons que UN converge. Supposons que UN soit majoré. Alors, d'après le théorème de la limite monotone, puisqu'elle est croissante, elle converge. Et c'est contradictoire puisqu'on vient de dire qu'elle diverge, ce qui est contradictoire. Donc UN n'est pas majoré. Raisonnement par l'absurde qu'on vient de faire. Elle est croissante, elle n'est pas majorée, donc elle va tendre vers plus l'infini. On ne nous le demandait pas, mais je vous le dis quand même. Voilà pour la question 2. Question 3, un peu de probabilité. Donc on a une situation, ABC 3 événements d'un univers oméga, qui forment un système complet d'événements en plus, et D, un autre événement. Qu'est-ce que l'on a comme information ? Un certain nombre de choses. P de A égale 1 tiers, P de C égale 1 quart, P de B inter D égale 1 sixième, P de D sachant A égale 1 demi, et on suppose que C et D sont indépendants. Très bien. Donc la première chose qu'on nous demande de calculer, c'est P de D inter A. Puisqu'on me donne P de A et P de D sachant A, je vais utiliser la formule des probabilités composées pour dire que P de D inter A, c'est P de A multiplié par P de D sachant A par la formule des probabilités composées. C'est-à-dire P de A, c'est 1 tiers, multiplié par P de A, D sachant A, c'est 1 demi, ce qui nous fait 1 sixième. Donc P de D inter A est égal à 1 sixième. C'est réglé pour cette question. La suivante, on nous demande de calculer P de D. Le fait qu'on ait un système complet d'événements n'est pas étranger à cette histoire. Donc d'après la formule des probabilités totales, avec le système complet d'événements, j'en ai qu'un seul, enfin un seul, il y en a certainement plein, mais en tout cas voilà, on ne m'en donne qu'un seul, c'est ABC. Je peux dire que P de D est égal à P de D
inter A, plus P de D inter B, plus P de D inter C. Bon, très bien. P de D inter A, P de D inter A, P de D inter A, on me le donne. On me le donne pas, je viens de le calculer, c'est 1/6. P de D inter B, ça on me le donne, c'est 1/6 aussi. P de D inter C, je ne l'ai pas, mais je sais que les événements D et C sont indépendants. Donc P de D inter C, c'est P de D multiplié par P de C, par indépendance. Donc je vais avoir finalement la probabilité de l'événement D, c'est 1/6 plus 1/6, ce qui nous fait 1/3, plus 1/4, c'est P de C, multiplié par P de D. Ben, j'ai une équation dont l'inconnu est P de D, ce qui revient à dire que si je soustrais 1/4 de P de D de chaque côté, 3/4 de P de D est égal à 1/3. Et donc, je n'ai plus qu'à multiplier par 4 et à diviser par 3. P de D est égal à 1/3 multiplié par 4 tiers, oui c'est ça. C'est-à-dire 4/9 P de D. C'est 4/9. Voilà pour la question C, la question B, pardon, et la question C, on nous demande de calculer P de A sachant D. Je vais utiliser tout simplement la définition. P de A sachant D, c'est P de A inter D, divisé par P de D, c'est-à-dire 1/6 divisé par 4/9, en d'autres termes 1/6 multiplié par 9/4, c'est-à-dire 3/8. P de A sachant D est égal à 3/8. Voilà pour cette troisième question. La quatrième. Alors, on considère un dé. Un dé à 5 faces, numéroté de 1 à 5, bon, dont la probabilité de tomber sur 2 vaut 1/2, qui a 2 fois plus de chances de tomber sur 3 que sur chacune des faces 1, 4, 5. Et on nous demande de calculer la probabilité de l'ensemble 1, 2, 3. Alors, je vous propose de noter petit p, la probabilité de quoi? De l'événement 1, 4 et 5. Et donc, P de 3, on aura 2P. Et forcément, P de D égale 1,5. Et donc, la probabilité de oméga valant 1, on va en déduire que la probabilité de 1, donc c'est-à-dire P, plus la probabilité de 4, plus la probabilité de 5, donc je vais avoir 3P, plus 2P, plus 1,5 est égal à 1, ce qui va me faire 5P, je soustrais 1,5 de chaque côté, donc égal 1,5, P est égal à 1/10. Bon, en quoi c'est utile? Parce que la probabilité de 1, 3, ça sera donc la probabilité de 1, plus la probabilité de 2, plus la probabilité de 3. Je vous rappelle qu'un événement, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent. La probabilité de 1, eh bien, c'est P. De 2, c'est 1,5. Et de 3, c'est 2P. Donc, je vais avoir P plus 1,5 plus 2P, c'est-à-dire 1,5, c'est pas un signe plus, c'est un signe égal. 1,5 plus 3P, sachant que P est égal à 1/10, donc je vais avoir 1,5 plus 3/10, ce qui me fait 5/10, plus 3/10, 8/10, 8/10, c'est-à-dire 4/5. Donc la probabilité ici de faire 1, 2 ou 3 vaut 4/5.
Question 5, cinquième et dernière question de cet exercice 1. Oui, c'est bien ça, après on passe à l'exercice 2. Alors, on a de suite un briquet, donc un plus 1 est égal à un plus 2vn sur 3, vn plus 1 est égal à un plus 3vn sur 4. Et première question, on nous demande de démontrer que la suite an, définie par an égale vn moins un, est géométrique. Je vais travailler sur n, donc je me donne un entier n. an est égal à v, alors je vais calculer plutôt an plus 1 pour montrer qu'elle est géométrique. Donc je vais avoir vn plus 1 moins un plus 1 j'ai deux fractions, il va falloir que je les mette au même dénominateur. Alors évidemment, il n'y a pas de dénominateur simple entre les deux, je suis obligé de multiplier. Enfin, c'est pas très compliqué, il va falloir que je multiplie chacune par le dénominateur de l'autre. Donc la première, je vais la multiplier par 3, donc je vais avoir 3un plus 9vn. La deuxième, je multiplie par 4, donc je vais avoir moins 4un, moins 8vn, le tout sur 12. C'est-à-dire que j'ai vn moins un sur 12. En d'autres termes, j'ai 1/12 de an. Donc j'en déduis que an est géométrique de raison 1/12. Ça, c'est la première chose qu'on me demande. En déduire sa formule explicite ainsi que son signe. Son premier terme, A0, bah c'est V0 moins U0, c'est-à-dire 12 moins 1, c'est-à-dire 11. Et puis, sa formule explicite, pour tout entier n appartenant à n, une suite géométrique, je vais avoir V0 multiplié par la raison à la puissance n. Et son signe, trivialement, c'est positif. Même strictement positif. 11 est positif. 1/12 à la puissance n, ça va être positif. Donc, an est strictement positif. Voilà pour la première question de cet exercice 5. De cette question 5. Deuxième question, montrer que un et vn sont adjacentes. Je vais commencer par étudier par exemple un. Je vais m'intéresser aux variations de un. un plus 1 moins un. Donc je vais avoir un plus 2vn sur 3 moins un. Donc je vais avoir un plus 2vn moins 3un. Le tout sur 3, c'est-à-dire 2vn moins 2un, le tout sur 3, c'est-à-dire 2vn moins un, le tout sur 3, c'est-à-dire 2an sur 3. On vient de dire que an était positif, donc ce 2an sur 3 est positif, un est croissante. On espère maintenant que Vn va être décroissante. Donc même chose, j'ai toujours mon entier n. Vn plus 1 moins Vn, ça sera quoi? Ça sera un plus 3Vn, le tout sur 4, moins Vn. C'est-à-dire que je vais avoir un plus 3Vn moins 4Vn, le tout sur 4, c'est-à-dire un moins Vn sur 4, c'est-à-dire moins Vn moins un, donc je vais écrire ça comme ça, c'est-à-dire moins an, le tout sur 4. C'est négatif puisque an est positif, donc on en déduit que Vn est décroissante. Ça, c'est plutôt bien. Donc pour que deux suites soient adjacentes, il faut que l'une des deux soit croissante, l'autre soit décroissante, et que la différence des deux converge vers 0. La différence des deux, c'est an. Donc Vn moins un est égal à an. Or, pour tout n appartenant à n,
AN est égal à 11 multiplié par 1 douzième à la puissance n, qui va converger vers 0. Pourquoi? Puisque 1 douzième, c'est 1 douzième et non pas 1 demi, est compris entre moins 1 et 1. Donc, on a bien que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de Vn moins Un est égale à 0. Je peux en déduire que Un et Vn sont adjacentes. Question C. Montrez que la suite définie par Tn égale 3Un plus 8Vn est constante. Soit n appartenant à n, je vais calculer Tn plus 1. Tn plus 1, donc ça sera 3Un plus 1 plus 8Vn plus 1, c'est-à-dire 3 facteurs de 3Un plus 2Vn sur 3, plus 8, Un plus 3Vn sur 4, puisqu'il va me rester que 2, ce qui va me faire 3Un plus 2Vn plus 2Un plus 6 Vn. C'est ça. Donc en UN, qu'est-ce que je vais avoir? Ici c'est pas 3. Donc ici c'est pas 3. Donc je vais avoir 3 UN plus 8 Vn, c'est-à-dire que j'ai Tn. Donc Tn est bien constante. Pour connaître la valeur, il faudrait que je calcule T0. T0 c'est quoi? C'est 3U0 plus 8V0, c'est-à-dire 3 plus 3 fois 1, donc 3 plus 8 fois 12, ce qui nous fait 8 fois 12, 96, 96, 96 plus 3, c'est-à-dire 99. Donc finalement, pour tout n appartenant à n, eh bien Tn est égal à 99. On me parle d'en déduire les limites des suites. Bon, très bien. Je sais que Un et Vn sont adjacentes. Elles convergent donc vers la même limite. Que je vais noter L. Tn est constante. Donc elle converge, donc vers sa valeur, vers 99. Par passage à la limite, on aura que L est égal, pardon, non pas L, mais 99, qui est la limite de Tn, est égal à 3 fois la limite de Un, plus 8 fois la limite de Vn, donc plus 8 fois L. C'est-à-dire que 99 est égal à 11L. En d'autres termes, L est égal à 99 sur 11, c'est-à-dire 9. Qu'est-ce que l'on peut dire? Eh bien, Un et Vn convergent vers 9. Donc il y en a une qui est croissante, qui part de 3 et qui va vers 9, l'autre qui est décroissante, qui part de 12 et qui va vers 9. Dernière question. Trouvez les termes généraux des suites Un et Vn. Alors, si on regarde bien dans cette histoire-là, on va avoir en quelque sorte deux équations. Qu'est-ce que l'on a? La première chose, c'est que pour tout n appartenant à n, Vn moins Un, c'est An, c'est 11 multiplié par 1 douzième à la puissance n. L'autre chose que l'on a, c'est 3Un plus 8Vn, ça vaut 99. Alors on a un système de deux équations à deux inconnues.
Donc je vais résoudre mon système. Donc, je vais le réécrire comme ça. Moins un plus vn est égal à 11 multiplié par 1/12 à la puissance n. 3un plus 8vn est égal à 99. La première ligne, je n'y touche pas pour le moment. Et la deuxième, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, dans la deuxième, je vais mettre la deuxième plus 3 fois la première. 3un moins 3un, il n'y en a plus. 8vn plus 3vn, donc on va avoir 11vn. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'on va avoir? 99 plus 3 fois 11, 33, multiplié par 1/12 à la puissance n. Ce qui va me permettre d'avoir facilement Vn. Donc je vais avoir que Vn est égal à... Je divise tout ça par 11. 9 plus 3 fois 1/12 à la puissance n. Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir pour un? Eh bien, si je modifie la première, je vais avoir un est égal à Vn moins 11 multiplié par 1/12 à la puissance n. C'est-à-dire que je vais avoir quoi? 9 plus 3 moins 11, donc moins 8, fois 1/12 à la puissance n. Et donc je conclue de cette façon en disant que pour tout n appartenant à n, j'ai Vn est égal à 9 plus 3 fois 1/12 à la puissance n, et un qui est égal à 9 moins 8 multiplié par 1/12 à la puissance n. Et voilà qui conclut ce premier exercice.